aujourd'hui, je vais vous parler d'IA et plus précisément de LLM et ce qu'il y a sous le capot des LLM. Alors, n'ayez pas peur, je vais tout expliquer. On va plonger vraiment à l'intérieur de ce que c'est, mais un peu comme un mécanicien qui ouvre un capot, il va tout vous dire. Ça, c'est l'injecteur, ça, c'est le moteur, et ainsi de suite. Et déjà, pour commencer, LLM, parce que ça ne parle peut-être pas à tout le monde, ça veut dire en anglais, c'est Large Language Model ou grand modèle de langage, et c'est ce qu'il y a derrière toutes les technologies type ChatGPT qui devrait parler, je pense, à plus de monde. Sans plus tarder, on va aller directement dans le vif du sujet. En 2017, il y a un paper, un article qui est sorti qui s'appelle « Attention is all you need ». L'attention est tout ce dont vous avez besoin. Donc c'est par des chercheurs de Google et qui décrivent un mécanisme qui sert justement à entraîner les modèles de langage, ou plus précisément de comment on fait en sorte que la machine comprenne un peu le texte, ou en tout cas qu'elle en donne l'impression, afin de pouvoir avoir un chatbot intelligent. Le plan de cette présentation va commencer par un modèle de langage qui apprend, comment on fait pour qu'il apprenne le langage. Ensuite, on va avoir une vision globale de l'attention, ce mécanisme d'attention et le sens des mots. Et enfin, je vais vous donner la recette détaillée de l'attention en 3 étapes. Donc, normalement, avec la recette, vous pourrez créer vous-même votre propre chat GPT ce soir, ou presque. Hein, là, je m'avance un peu trop, mais normalement, vous devriez avoir compris comment ça marche. On commence. Un modèle de langage. Alors, c'est quoi un modèle de langage? C'est une boîte ici, qu'on va appeler un transformer. En fait, un transformer, c'est quelque chose d'un peu plus large que le mécanisme d'attention. Nous, on va se concentrer sur l'attention parce que c'est le mécanisme clé à l'intérieur du transformer, mais c'est ce qui est sous-jacent à tous les chatbots. Et typiquement, ce que ça va faire, ça va prendre une phrase en entrée ou un bout de phrase et il manque un mot. Qu'est-ce qu'on va mettre ensuite? On va donner ce bout de phrase au transformer et on espère qu'il va nous donner un mot qui ait du sens, qui complète la phrase. Donc la phrase « Today, the cleverest thinker of all time was », donc à ce jour, le penseur le plus intelligent de tous les temps était. Et là, on a une liste de mots qui est proposée. En fait, il ne va pas nous donner à choisir. Ça, c'est sa réponse. C'est dans le sens où il va affecter à chacun des mots, là c'est un peu ordonné, la probabilité que ce soit le bon mot à compléter pour la phrase. Donc là, il y en a un qui arrive en tout premier, il y en a plein d'autres. Mais le truc, la petite astuce, et je vais lancer plein de perches pendant toute la présentation, comme ça vous aurez des questions à la fin. Donc là, je ne vais pas forcément expliquer pourquoi. Mais il y a une petite astuce, c'est qu'on ne va pas forcément prendre le premier mot qui arrive. Ce serait un peu trop déterministe peut-être. Mais on va tirer au hasard dans cette distribution de mots qui sont proposés et on vient compléter la phrase. Donc on a juste un mot de plus. Et la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas bien avancé avec juste un mot en plus. Et en fait, on va réitérer le processus. On reprend cette phrase un peu plus longue, on la remet dans le transformer et on a un nouveau mot qui va sortir. Enfin, une liste de mots avec des probabilités. On va tirer au hasard dans cette distribution et on a un autre mot. Bon, là, il nous sort Einstein. On est plutôt content, a priori. C'est une des réponses qu'on aurait attendues. On voit qu'il y a Sir, juste ici, peut-être qui pensait à Isaac Newton un peu plus devant. Il y a Thomas, comme Thomas Edison. Et ainsi de suite. Et ça génère un texte. Donc jusque-là, ça ressemble à peu près à ce qu'on attend de lui. Donc ça, c'est un modèle de langage qui apprend. Parce que là, je ne vous ai pas dit comment ça apprend. Mais on va le voir de façon beaucoup plus générale, comment l'IA apprend. Et c'est ce qu'on appelle le machine learning, une machine qui apprend. Le paradigme général d'une machine qui apprend, c'est une boîte noire, bon ici elle est grise, où il y a plein de petits, ça c'est des paramètres. C'est des choses comme des petits réglages qu'on va faire, hein, comme dans votre chaîne stéréo, vous pouvez changer le bouton de volume ou la distorsion, des choses comme ça. Il y a un texte en entrée, il y a un mot en sortie, et en fait, on appelle ça, en termes de données, c'est le corpus d'apprentissage. Et ce qu'on va faire, c'est quand on a un bout de texte, on va masquer le dernier mot. On ne va pas lui donner. On va lui dire, tiens, tu prends un bout de phrase, tu ne sais pas là ce qu'il y a, dis-moi d'abord ce que tu mets en sortie. Pour l'instant, il n'a rien appris. Ça veut dire que c'est des paramètres qui sont définis au hasard. Mais vraiment, genre, on les met un peu au hasard. Ça va donner quelque chose qui n'est pas bon du tout, genre un mot juste comme ça, random. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est on va comparer ce mot qu'il nous a donné à celui qu'on attend. Nous, on a la bonne réponse, elle est cachée, et on compare. Et plus c'est mauvais, plus on va changer les paramètres pour essayer de se rapprocher de cette bonne réponse. Je vais vous montrer une courbe qui s'appelle, c'est une fonction de coût.
Et ça va venir expliciter ce que je viens de vous dire là de l'écart entre ce que le modèle produit et le mot qu'on aimerait qu'il produise. Concrètement, il va nous donner une liste de mots avec certaines probabilités. Et la question qu'on va se poser, c'est le prochain mot que nous, on connaît déjà, quelle probabilité lui a affecté? Là, en l'occurrence, c'est une probabilité assez faible, 0,05, ça veut dire 5%. On va dans ce graphique et on se dit, OK, en fait, c'est très bas. C'est le mot qu'on voulait et il lui a donné que 5% de probabilité. Du coup, hop, le coût, il est énorme. On va lui dire, bah, c'est pas bon, il faut que tu changes beaucoup tes paramètres pour te rapprocher de la bonne solution. A l'inverse, s'il avait mis dès le départ ce mot avec une forte probabilité, on serait là, le coût serait proche de 0. Ça veut dire que c'est bon, top, allez, tu continues comme ça. Donc c'est comme ça qu'on interagit avec la machine. Cette jolie nappe que je vous montre, c'est une façon imagée de montrer cette fonction de coût dans le sens où je vous ai montré plein de paramètres, alors que la fonction coût, je vous ai montré, c'est juste sur un des... Enfin, c'est comment on mesure l'erreur, en quelque sorte. Là, c'est un... Vous voyez là, la grille en bas, il faut l'imaginer comme une sorte de plan. Un plan, on peut le réparer par deux axes. C'est dans le cas où on a deux paramètres qu'on peut régler. Et du coup, à chaque point du plan va correspondre à un point sur cette surface ou cette nappe. Et la question qu'on va se poser, cette nappe, elle représente la fonction de coût qu'on veut minimiser, c'est-à-dire que quand le coût sera très faible, ça veut dire que le modèle fait très peu d'erreurs en termes de prédiction de prochains mots. Et il faut imaginer comme si on était en randonnée en montagne et on se dit, tiens, j'aimerais bien atteindre le point le plus bas. Et qu'est-ce que je vais me définir moi comme algorithme en tant que personne, tiens, pour descendre en bas? Et en fait, je peux regarder que très localement autour de moi et je me dis, tiens, là, il y a une très grande pente et plus la pente est élevée, plus j'ai de chances d'aller vite vers le bas. Bon, faites pas ça en randonnée parce que ça peut être dangereux, mais l'algorithme, il aime bien chercher la plus grande pente et c'est les petits pointillés que j'ai montrés là. Concrètement, on commence par un point au hasard, c'est ce que je vous ai dit sur les paramètres. Il va chercher la plus grande pente et à un moment, il va converger, c'est le terme qu'on utilise, vers un minimum. Une fois qu'on est à ce point-là, on regarde sur le plan à quel couple de paramètres ça correspond et du coup, on a les paramètres du modèle qui nous donnent de bons résultats parce qu'on a vu que le coût faible, c'est de très bons résultats. Ça, c'était la vision d'ensemble de comment un modèle apprend. Je vais vous montrer maintenant plus spécifiquement, parce qu'on est là pour ça, le mécanisme d'attention. Donc, on part d'un bout de phrase, on veut le prochain mot. Cette phrase, qu'est-ce qu'on va en faire dans un premier temps? On va la découper en tokens. Alors, il y en a peut-être qui sont dans un milieu tech ou autre où ils ont déjà entendu ce mot. En fait, il y a plein de sens à ce mot en fonction de là où on l'utilise. Dans le cas particulier des modèles de langage, ça correspond à un découpage du texte en petits bouts unitaires. Souvent, ça va être des mots, mais ça peut être des sections plus petites. Encore une fois, là, je tends une perche, question de fin. Pourquoi on découpe comme ça et pas autrement? Ça pourrait être très très fin, ça pourrait être plus large. Pourquoi on ne découpe pas juste en mots? Pourquoi il y a des syllabes? Plein de questions qui se posent. Là, j'ai fait quelques simulations sur cette présentation et c'est là généralement que les gens disent « Ouh là, je vais être perdu ». Non, on ne va pas être perdu du tout parce que à chaque fois qu'on voit des chiffres, généralement, on se dit « Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe ?» En fait, on va associer à chaque mot juste une suite de nombres. Et une suite de nombres, on appelle ça des vecteurs. Mais si ce mot vous fait peur, on ne l'appelle pas vecteur, on l'appelle juste une suite de nombres qui sont censés représenter ou encapsuler le sens du mot. Pour l'instant, il ne sait pas encore, hein, ça c'est des nombres vraiment au hasard. Mais il va modifier un petit peu ces nombres de façon à ce que chaque vecteur va représenter ce mot ou ce bout de mot qu'on a. Et une petite question peut-être, mais je vais y répondre cette fois-ci. Pourquoi on fait ça? C'est parce que vous avez peut-être entendu parler récemment de NVIDIA et de ses GPU, ses cartes graphiques avec son cours en bourse qui explose. Bon, aujourd'hui, un peu moins depuis DeepSeek. C'est que la particularité de ces cartes graphiques, c'est qu'elles peuvent paralléliser énormément les calculs. Et pour paralléliser les calculs, quand c'est un terme en mathématiques qui s'appelle linéaire, eh bien, quand on a des matrices, ça s'y prête très bien. Et du coup, si on peut transformer notre problème juste en nombres, eh bien, on va pouvoir entraîner le modèle sur quasiment tout Internet en termes de corpus de texte, alors que sinon, ça prendrait des millions d'années. Alors que là, ChatGPT, en quelques années, il a pu être entraîné non seulement en moins d'un an, mais aussi itéré. Donc, on a cette suite de nombres. Cette suite de nombres, on les met dans un bloc qu'on appelle le mécanisme d'attention. Et il y a des petits traits là entre les différents vecteurs. Ça signifie qu'on va venir enrichir chacun de ces vecteurs, donc chacun de ces mots, par le contexte. C'est-à-dire qu'un mot, il peut avoir plusieurs sens et en fonction de ce qu'il y a autour,
ben, il peut avoir un sens différent. Là, c'est pareil des exemples. Il y a une raison particulière pour laquelle je garde les exemples en anglais. Pareil, on pourra expliquer pourquoi. Là, le mot mole en anglais, ça peut signifier en fonction du contexte une taupe ou un certain nombre en chimie ou un grain de beauté. Et c'est le contexte qui nous précise le sens de ce mot. Une fois qu'on a ce bloc d'attention, on le fait passer dans un réseau de neurones. Bon, c'est un mot un peu barbare, multilayer perceptron. En fait, c'est le type de réseau de neurones le plus simple qui existe. Et la raison d'être de ce bloc-là, en plus du mécanisme d'attention, c'est que si je donne la phrase Michael Jordan jouait au, 3 petits points, on aimerait bien qu'il réponde jouer au basket. Et on voit bien que basket, ce n'est pas un terme qui existait dans la phrase. Donc le contexte ne suffit pas. Donc l'attention, s'il faut retenir une chose, c'est que l'attention, c'est faire le lien avec du contexte avec d'autres mots. Et ce bloc-là, c'est juste un peu pour stocker un peu de l'information sur le monde. Je le dis de façon simple, mais c'est un peu l'idée. Et on va répéter ce processus plusieurs fois en espérant qu'à la fin du processus d'entraînement, le modèle de langage puisse faire ce qu'on souhaite. Et le fait qu'il y ait plusieurs couches, c'est plusieurs fois la même chose. Hein. On alterne attention, réseau de neurones, attention, réseau de neurones. C'est vraiment juste pour capter de plus en plus de sens cachés dans la phrase. Et enfin, à la fin, quand on arrive tout à la fin, on a ces mêmes vecteurs ou suites de nombres qui représentaient chacun un mot. Et on espère que le dernier, à ce moment-là, aura capté suffisamment d'informations du contexte pour qu'il puisse prédire correctement le prochain mot. Là, j'ai hésité à parler de ça, mais je pense que c'est intéressant. Ce choix arbitraire de représenter les mots par des vecteurs, par des nombres, ça paraît bizarre. On se dit, ouais, mais du coup, on ne va pas trop comprendre ce qui se passe. Et en fait, il y a une équipe de chercheurs, encore une fois, qui s'est dit, tiens, allez, on va aller sonder, essayer de comprendre ces vecteurs, comment ils se comportent une fois qu'on a entraîné le modèle. Et en fait, il se passe quelque chose de super intéressant. C'est que ces mots-là, qu'on va représenter par des flèches dans un certain espace, ils vont avoir des propriétés particulières. C'est que quand on va prendre un mot, par exemple le mot tour, ben on va remarquer que des mots qui sont similaires, qui s'en rapportent en termes de champ sémantique, champ lexical, ils vont se retrouver très proches de ce mot. Donc en fait, le modèle va avoir tendance à regrouper ensemble des mots similaires. Donc on sent déjà que, ah oui, en fait, c'est peut-être là qu'il y a toute la puissance de ce modèle de langage. Mais même plus que ça, on peut faire des opérations sur les vecteurs, c'est-à-dire qu'on peut les additionner, les soustraire entre eux. Et si, par exemple, on soustrait le mot femme du mot homme ou l'inverse, peu importe, ça nous donne une certaine flèche qui va de l'un vers l'autre. Si on prend cette flèche-là, ce nouveau vecteur, et qu'on l'additionne, par exemple, au mot père, on obtient le mot mère. En fait, ça, c'est très puissant, et c'est ce qui fait que les modèles de langage sont si puissants, c'est que là, ce que ça signifie, c'est que cette direction-là, portée par la flèche jaune, eh bien, elle porte l'information du lien entre féminin et masculin. Ça veut dire qu'on prend n'importe quel mot masculin, on lui ajoute ce vecteur-là, ben, il va devenir féminin et inversement. Et c'est comme ça que les modèles de langage peuvent encoder beaucoup de notions. Et je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais cette suite de nombres, j'en ai affiché que quelques-uns, mais en fait, il y a énormément de nombres, il y a à peu près 12 000 dimensions pour GPT-3. Et ça veut dire que chaque dimension, chaque direction, va venir encoder une certaine information, un certain concept. Donc heureusement qu'on en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de concepts dans le monde. Et plus que ça, on va venir enrichir un mot de plein d'éléments de contexte en venant additionner des concepts qui sont dans la phrase. Par exemple, là, c'est un bout de texte qui est tiré d'un poème de Robert Frost. Je crois qu'on le traduirait « Le chemin le moins fréquenté ». Et ça parle d'un chemin, donc le mot « one » ici, donc un chemin donné. Si on rajoute un peu de contexte, c'est un chemin parmi deux routes. On a enrichi un peu de contexte, mais on peut continuer à ajouter des vecteurs. Plus on va rajouter des mots en termes de contexte, plus on va aller loin en termes de sens. Pardon. Et enfin, la recette détaillée de l'attention en 3 étapes. Je vais vous la décrire, parce que là, on a décrit ce que ça faisait, mais maintenant, on va voir concrètement, on va aller dans les rouages, et j'essaie de capter les regards pour vérifier que je ne perds, j'espère, personne. Donc, on repart de ce bloc d'attention. On a une phrase donnée, par exemple, « A fluffy blue creature roamed the verdant forest », qui signifie « une créature bleue et duveteuse », bon, je vais dire poilue, c'est plus simple à prononcer, habitée dans la forêt verdoyante.
Et on aimerait que les noms, par exemple ici, créature et forêt, soient enrichis par les adjectifs qui les précèdent. Donc on fait cet encodage dont je vous ai parlé, que maintenant vous connaissez, et chaque mot maintenant, là, à ce stade, il est indépendant. Là, un truc duveteux, bleu, une créature, verdoyant, forêt. Et après, on aimerait, par un certain processus d'attention, que ces vecteurs qui sont appelés E1, E2, E3 et 4, donc qui encodent un peu la position aussi du mot, viennent s'enrichir de façon à ce que ces trois concepts, on les combine en une notion plus abstraite. Et c'est ça que font les modèles de langage. C'est pour ça que même quand on leur pose des questions très compliquées, ils ont suffisamment de niveau de concepts abstraits pour comprendre même des choses très conceptuelles. Tout à l'heure, quand je vous disais on étageait plusieurs fois attention et réseau de neurones, sur GPT-3, c'est 96 étages. Il faut imaginer 96 niveaux d'abstraction qu'il peut atteindre pour répondre à nos questions. Donc la première étape de l'attention, ça va être une question que va poser un des mots. C'est par exemple, créature va se demander, tiens, est-ce qu'il n'y aurait pas des adjectifs juste derrière moi? Et on espère que les mots derrière vont répondre, si, on a des adjectifs, allez. Et du coup, ça fait le lien et c'est ce qui permet de l'enrichir. Et c'est là que j'ai envie de vous montrer ça. J'ai hésité, mais je me suis dit, allez, je vous le montre. Encore une fois, on va utiliser des matrices et des vecteurs pour encoder ces concepts un peu abstraits qu'on a en tête. On se dit, attends, mais juste il pose une question, pourquoi on va le représenter par des chiffres? On multiplie ce vecteur par une grosse matrice. Ne regardez pas les chiffres qu'il y a dedans. Elle s'appelle juste WQ, Q comme question. Et on obtient un vecteur de question qu'il faut imaginer comme une petite flèche dans un autre espace. Là, c'est l'espace des mots qu'on a encodés. Ça, c'est l'espace des questions. Et ensuite, on fait ça pour chacun des mots, comme ça, et on passe à la deuxième étape, la réponse. On fait pareil de l'autre côté avec les mêmes mots de départ de la phrase, et K, ça veut dire qui. C'est un peu comme ceux qui connaissent un peu SQL, query and key. C'est un peu la requête et la clé qui va permettre de faire le lien. Donc, on a la clé qui correspond à chacun des mots, et on va retrouver question et réponse que je vous ai montré tout à l'heure. Créature se demande est-ce qu'il y a des adjectifs? Ouais, nous on est des adjectifs. On fait pareil avec cette liste de mots avec une autre matrice. Pareil, ne regardez pas ces chiffres, elle s'appelle juste WK. Pareil, on va dans le même espace avec une petite flèche. Donc c'est très pratique, hein. Tout c'est des flèches et des vecteurs et des nombres, mais il faut juste comprendre un peu à quoi ils servent. Et on va essayer de faire le lien avec les deux. Ces deux flèches, flèche question et flèche réponse, comment on les met en lien ensemble? Eh bien, je vais descendre la flèche jaune juste en bas, on voit qu'elles sont presque superposées. Et en fait, ce qu'on veut faire, c'est essayer de mesurer à quel point ces deux vecteurs sont proches. S'ils sont dans la même direction et qu'ils ont à peu près la même taille, on aimerait bien réussir à mesurer, par des nombres encore une fois, que c'est à peu près la même chose. Et donc, c'est par ça qu'on entend qu'une réponse va bien répondre à une question donnée. Pour faire ça, petit rappel de lycée, s'il y en a qui ont des souvenirs, le produit scalaire entre deux vecteurs, on va venir juste les multiplier terme à terme et on fait des additions. Donc c'est vraiment, ça paraît bizarre quand on utilise des mots produit scalaire, mais en fait c'est juste des multiplications et des additions. Quand les deux vecteurs sont proches, on a un nombre élevé, par exemple 4, enfin élevé, en tout cas supérieur à 0, moi je considère que c'est élevé. Et s'ils sont perpendiculaires, ça va être nul. Et qu'est-ce que ça signifie un peu dans les espaces vectoriels que deux vecteurs soient perpendiculaires? Ça veut dire qu'ils sont indépendants. Indépendants dans le sens où ils ne vont pas dans la même direction. Dès que ce n'est pas perpendiculaire, ça va à peu près dans la même direction. Et une fois qu'on a ces outils-là, en fait, on va faire une table de multiplication. En haut, on a des vecteurs Q, ici des vecteurs K. On va les multiplier entre eux grâce à ce produit scalaire. Ça nous donne tous ces liens. Pareil, regardez pas, je vais le remplacer tout de suite par des gros points. Quand il y a un gros point, c'est que la valeur elle est élevée. Ça veut dire que les vecteurs sont proches et donc qu'on apporte une réponse à une question. Donc si je viens lire ce tableau, la créature ici, ok, il y a deux gros points là, donc là ça m'apporte la réponse à ma question. Donc créature, elle est liée à ces deux adjectifs. Et pareil, hop, la forêt, elle est liée à ce mot verdoyant. On dit que ces mots se rapportent au nom et c'est comme ça qu'ils vont venir enrichir le sens. Là, je vous passe un détail parce que certains regards m'ont indiqué que je vais un peu trop loin. Enfin, des regards ouh. Et ce qui importe, c'est qu'on arrive avec ce pattern d'attention.
Ce pattern d'attention, c'est une des choses, je vais vous faire un petit récap d'une slide ou deux à la fin, mais c'est une des choses les plus importantes qu'il faut retenir, c'est que le modèle de langage, sa capacité, c'est de partir d'un mot donné et de réussir à comprendre il est lié à quel autre mot dans la phrase. Donc il arrive à établir ce lien et du coup, il comprend en quelque sorte ce qu'on lui présente. Dernière étape, la valeur, mais vous avez déjà tous les ingrédients pour comprendre cette étape. Une fois qu'on a trouvé le lien entre deux mots, créature et l'adjectif, on aimerait partir d'une notion de créature un peu générique à une créature un peu plus particulière, là en l'occurrence qui serait poilu. Eh bien, on va juste ajouter le vecteur. On a vu qu'on ajoutait un vecteur, on enrichit le sens d'un mot. Et ça, c'est encore une autre matrice qui nous donne la valeur associée à cet adjectif. On l'additionne, hop, je pars du vecteur rouge, là ici créature, je rajoute cette notion et j'obtiens une nouvelle représentation. Et je peux faire ça autant de fois que je veux, autant d'adjectifs qu'il y a dans la phrase. Et j'obtiens finalement une notion plus abstraite que chacun des mots individuels. Je vous passe les détails des calculs parce que c'est similaire à ce qu'on a déjà vu. C'est juste une écriture mathématique de ce que je vous montre. On additionne deux vecteurs, on obtient la nouvelle créature qui est bleue et poilue. Et voilà. Donc, comme promis, je vous montre les trois choses qu'il faut retenir. Un, c'est ce qui est encadré en blanc. Le mécanisme d'attention, ça permet de contextualiser les mots. Donc, un mot donné, on permet de le relier à d'autres mots. Comment on applique ça concrètement? On additionne des vecteurs. Dès que j'ai le contexte, je l'additionne et ça me donne un mot qui a un sens plus riche. Et on espère qu'à la fin de tout ce processus, que le dernier vecteur, il ait emmagasiné assez de sens, que ce soit assez riche pour prédire quel va être le prochain mot. Et retour à la case départ, c'est comme ça qu'on arrive à obtenir le mot Einstein. Merci de votre attention.